Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Salut Catherine, ça fait plaisir de te voir. Oui, salut Marine. C'est vrai qu'entre mes vacances et maintenant les tiennes, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Bah ouais, on n'est pas habitué à pas se voir tous les jours. Ouais. On espère que vous allez toutes et tous très bien. Peut-être que vous aussi, vous avez des vacances ou des longs week-ends prévus pour ce mois de mai. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pourrez au moins voyager un peu grâce au bruit des pages, parce qu'aujourd'hui, on a choisi de vous emmener vers l'Est. Tout à fait, avec des romans et un manga qui nous transportent à travers la Russie et son histoire. Il s'agit de Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, Zuleka ouvre les yeux de Gouzel Yakina, Vie et destin de Vassili Grossman et Crime et châtiment de Dostoïevski, adapté en manga par Hiromi Iwashita. Tout un programme. Et on commence avec ce roman dont on a beaucoup entendu parler depuis sa publication il y a tout juste un an, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. C'est paru chez Gallimard et ça nous dévoile les dessous de la présidence de Poutine. Avec ce roman, on est donc en plein dans l'actu. On l'appelait le Mage du Kremlin. L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine, dit le tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient sans que nul puisse démêler le faux du vrai, jusqu'à ce qu'une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. C'est un roman que j'avais vraiment très envie de lire. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Et vu l'actu en ce moment très tournée vers la Russie et l'Ukraine, j'avais super envie de le découvrir. Du coup, quand je l'ai vu circuler au boulot entre notre service et nos collègues du service d'à côté, je me suis mise sur les rangs pour l'emprunter. Et donc, merci Julie, petit message. Merci de me l'avoir prêté pour mes vacances. C'est vrai que moi aussi, avec le contexte géopolitique actuel, j'étais très curieuse de découvrir le roman de Giuliano da Empoli, avec un peu cette promesse de comprendre un peu mieux cette machine complexe et mystérieuse qu'est le Kremlin finalement. Ouais, et c'est vrai que quand on suit un peu l'actu, là, on a très très envie d'en savoir un peu plus, carrément. Ouais. Après, moi, finalement, je suis un peu partagée par cette lecture. J'ai pas été emballée, même s'il y a des choses dans le roman que j'ai trouvées très intéressantes. Je crois que je l'ai plus lu comme un article de presse ou comme un essai que comme un roman. Au bout du compte, j'en ai plus retiré un intérêt intellectuel et historique qu'un vrai plaisir de lecture. Mais j'ai beaucoup aimé me plonger dans les coulisses du Kremlin. C'est vrai que comme toi, moi, j'ai pas vraiment été convaincue par ce roman. Je suis peut-être même plus négative que toi, mais bon. Oui, je pense que tu l'es un peu plus. Ouais. Déjà, en fait, ça commence par le procédé de narration qui a été choisi par l'auteur, que je trouve assez commun et finalement assez mal introduit, puisque Baranov raconte ses mémoires au narrateur lors d'un entretien confidentiel. Alors, c'est un peu l'occasion pour lui de revenir sur la montée au pouvoir de celui, justement, qu'on surnomme le tsar, donc Vladimir Poutine. Mais en plus de ça, dans le résumé, Baranov, il est présenté comme l'éminence grise de Vladimir Poutine. Donc, en gros, on comprend celui qui œuvre dans l'ombre pour accompagner la politique du dictateur russe. Mais moi, je trouve que malheureusement, on comprend assez vite que ce mage du Kremlin, finalement, c'est un peu juste un observateur de ce pouvoir, au mieux peut-être un exécutant. Et donc, en gros, il nous livre anecdote sur anecdote, certaines qui sont déjà bien connues quand même des médias, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'articles de presse, et ça prend la forme d'un long monologue qui est quand même un peu ennuyeux et très pompeux, j'ai trouvé. Voilà. Tu disais que Baranov, il est observateur du pouvoir, au mieux exécutant. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que quand même dans le livre, on se rend compte aussi que même s'il n'est pas un courtisan au sens il n'a pas des paillettes dans les yeux quand il regarde Poutine, je trouve que c'est quand même lui aussi qui organise un peu sa montée au pouvoir et qui tire un peu les ficelles derrière. Alors, pas tout seul, et clairement, Poutine fait beaucoup de choses par lui-même, etc. Et il exécute aussi beaucoup de choses que Poutine ordonne. Mais on voit aussi que c'est quand même un peu lui
qui a lancé le truc, Oui, tu bah vois. ouais, c'est Et, ça. C'est qu'en fait, ça s'arrête là. Pour moi, il le lance dans la politique, mais en fait, très vite, Poutine prend les devants et après, ils ont plus du tout aucun contrôle et ils se retrouvent assez vite en fond de scène, quoi. Tu vois, c'est un peu après, t'as vite quand même... dépassé, quoi. Oui, alors dépassé parce qu'il s'attendait pas à créer un monstre. Ouais, c'est ça. En tout cas, la façon dont il se présente même lui-même, je pense que c'est comme ça qu'il a envie de se vendre. En tout cas, c'est il observe et de loin, tu vois, il se mêle pas du tout, justement, comme tu le disais, aux courtisans et tout. Il observe tout ça avec beaucoup Oui, de de loin, distance. ouais. Et du coup, moi, je m'attendais à avoir un peu plus un côté très manipulation, très coulisses, Oui, très machin. ouais. Et au final, on l'a pas trop. tu Oui, vois. c'est pas hyper machiavélique. Voilà. En même temps, il se présente comme ça aussi, c'est normal, tu vois, il va se présenter sous son meilleur jour. Ah oui, oui, tout à Puisque fait. le principe, c'est qu'il raconte sa vie au narrateur, évidemment, il va se justifier et évidemment donner la meilleure image de Ah lui. bah oui, ça c'est clair. Donc je trouve que c'est Ouais, assez logique qu'on ait ça. Mais c'est pas ce qui est vendu dans le résumé. C'est Ouais, ça, tu vois. peut-être. C'est vrai C'est que peut-être mal vendu, en fait. Ouais, c'est peut-être la quatrième de couverture va un petit peu loin. Ouais. Après, moi, j'ai trouvé que ça mettait du temps à démarrer. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Au début, on se perd un peu dans l'introspection Ouais. personnelle du narrateur qui me semble pas nécessaire. Honnêtement, ce narrateur, on en a un peu rien à faire. Hein. Ouais, complètement. Faut le dire clairement, on est là pour Poutine quand même. Bah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que tu lis le C'est livre, pour ça quoi. qu'on lit le livre. Et même Baranov, tu vois, à la limite, c'est juste le moyen d'avoir des infos sur Poutine. Donc, tout ce début, franchement, m'intéresse pas trop. Et je trouve qu'on commence à rentrer dans le livre et à trouver ça intéressant quand on en apprend plus sur l'histoire de Baranov et ses relations avec le tsar. Là, d'un coup, je trouve que le roman prend de l'ampleur. Oui, c'est vrai, un peu plus. Ouais. Après, sur le côté anecdote sur anecdote, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que moi, pour le coup, il y en a plein que je connaissais pas. Et j'ai beaucoup aimé me plonger dans les entrailles du pouvoir de Poutine. Tu vois, rien que son arrivée au pouvoir, moi, je savais pas, quoi. Non, mais en fait, c'est pas le fait que... Moi non plus, tu vois, il y a plein de choses que je savais pas, mais je trouve qu'il y a rien d'exclusif. Ouais, Tu vois, alors en gros, on c'est aurait des pu infos. le savoir. Voilà, c'est en Ouais. gros, si tu t'intéresses un peu à Poutine, à l'histoire, à sa politique, etc., à mon avis, c'est des infos que tu retrouves dans les articles de presse, c'est des infos que tu retrouves dans des documentaires. Il n'y a pas le côté exclusif, attention, on va vous révéler des infos de ouf parce qu'on est justement dans les coulisses du pouvoir. Oui, par exemple, moi, ça m'a un peu fait sourire et j'ai trouvé ça assez drôle comme anecdote, mais donc l'histoire du chien avec Merkel Ouais. ou le fou rire entre Clinton et Helsinki. Ouais. Bon, moi, pour le coup, je les connaissais pas, ces deux trucs. Je suis allée chercher. C'est vrai que, tu les trouves tout de Tu les suite. trouves tout de suite, ouais. Mais tu vois, quand tu connais pas, du coup, c'est quand même, ça t'apporte un petit truc, je trouve. Oui, c'est une petite piste. Mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas exclusif. Ouais, puis c'est des images voilà, qu'on a peut-être déjà vues. Enfin, moi, tu vois, par exemple, celle avec le chien, je l'avais déjà vue, je connaissais l'histoire, etc. En effet, avec le fou rire d'Helsinki, non. Mais voilà, tu vois, du coup, je trouve que ça manquait un peu d'exclusivité, je trouve. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai quand même trouvé très intéressant, c'est la comparaison entre le régime de Poutine et le régime soviétique. Ouais. Au début du roman, on nous raconte un peu l'histoire personnelle de Baranov, notamment l'histoire de son grand-père et de son père, du coup, sous le régime soviétique. Et au début, tu te demandes un peu pourquoi on revient si loin en arrière et tout. Mais finalement, ça permet de faire un parallèle entre les deux régimes et de montrer que Poutine s'est en fait énormément inspiré du pouvoir soviétique pour installer son propre pouvoir. Baranov, par exemple, il parle de pouvoir vertical pour parler du régime de Poutine. Et je trouve que la ressemblance avec l'époque soviétique est vraiment criante. Il y a cet exemple, tu sais... Quand on parle du père et du grand-père de Baranov, il raconte l'histoire de la ligne téléphonique spéciale qui était mise en place. Et en fait, quelques temps après, on revient dessus, mais cette fois, c'est Poutine. Avec Poutine, ouais. Et à chaque fois, en fait, ton niveau de popularité, entre guillemets, de proximité avec le pouvoir, se calcule à est-ce que tu as une ligne ou pas ? Est-ce que tu as la ligne, par exemple, avec Poutine qui va dans la datcha ? Ou est-ce que tu as que la ligne du Kremlin ? Est-ce que la ligne, elle a été installée chez toi carrément ou dans ton bureau ? Enfin, vraiment... Ouais, il y a vraiment le principe très de courtisan qu'on avait même, je sais pas, avec Louis XIV et tout.
tout, c'est tu ça. vois, c'est Ouais, un ouais, truc ouais. très... Et là, tu te rends compte que Poutine, il s'est juste inspiré de l'époque soviétique pour asseoir son pouvoir Ouais, de la même complètement. façon, quoi. Oui, c'est vrai que le parallèle là-dessus était intéressant. J'ai aussi trouvé intéressant le parti pris de raconter tous les événements récents du point de vue russe. Ça donne quand même, je trouve, une autre perspective sur des événements d'actualité qu'on a forcément suivis. Je pense par exemple à la révolution orange en Ukraine, qui est un événement que moi j'avais beaucoup suivi dans mon travail de journaliste. Et là, c'est présenté exactement de l'autre point de vue que celui que nous, on a beaucoup suivi, c'est-à-dire comme si les Américains avaient fait refaire une élection pour mettre leur pantin à la tête de l'Ukraine. Ce qui est marrant parce qu'évidemment, de l'autre point de vue, les Américains ont raconté que... on analyser cela en la Russie veut absolument mettre son pantin à la tête de l'Ukraine. Oui, c'est l'éternel conflit, quoi. Exactement, mais je trouve ça assez intéressant du coup d'avoir quand même ce point de vue-là. Probablement qu'en fait les deux sont vrais. Oui. Après, il y a sur certains événements, c'est tu vois par exemple l'épisode du fou rire entre Clinton et Helsinki, où là pareil, c'est raconté du point de vue russe. Bon, clairement, c'est vrai quand tu vas revoir les images, le moment et tout, la façon dont ils analysent le truc, tu te dis ils vont un peu loin quand même les mecs. Oui, ça me semble un peu tiré par les cheveux la façon dont dans le roman il le raconte, mais en même temps c'est un roman, donc j'imagine qu'il a aussi un peu arrangé les choses pour que ça colle à son histoire. Hein, mais bon, du coup, voilà, faut vraiment parfois se rappeler que justement c'est un roman, que c'est un point de vue particulier et pas prendre ça pour au pied de la lettre. Oui, c'est ça. Faut faire la part des choses, quoi. Exactement. Après, moi aussi, ce qui m'a dérangé, c'est vrai que bon, on le sait, hein, quand on se plonge dans ce roman, on sait que ça va être assez difficile d'être en empathie avec les personnages, parce que c'est des gens qui sont à l'opposé de toutes nos valeurs. Et moi, je le savais en ouvrant ce livre. Mais en fait, l'exercice a été bien plus compliqué que prévu pour moi, en tout cas. Je m'attendais pas à les détester autant, tu vois. Et parce que bon, même si Baranov, il essaye de se peindre lui-même comme un être très détaché de la cour, des enjeux du pouvoir du Kremlin et tout, c'est quand même un beau salopard, tu vois. Tout comme Poutine, tout comme tous les gens qui font partie du Kremlin. Et donc, c'est compliqué en fait de lire un livre, de n'avoir aucun personnage auquel se raccrocher et de tous les détester, tu vois. Il y a un truc, c'est un exercice compliqué, c'est pas inintéressant comme exercice, mais c'est compliqué, je trouve. Non, c'est vrai, je suis d'accord, on n'est clairement pas en empathie avec les personnages, mais honnêtement, moi j'ai l'impression que c'était un peu le but, ou que... le but n'était pas d'être en empathie avec les personnages. Pour moi, c'est pas du tout ce genre de lecture. En fait, c'est pas ce qu'on attend. Et donc, moi, ça m'a pas dérangé. Tu vois, je m'attendais pas à à apprécier les personnages. Donc, bon, voilà. Ouais, moi non plus. Mais malgré ça, tu vois, il y a plein de propos qui étaient si loin de mes valeurs. Alors, notamment ceux qui concernent les femmes. Toi, je sais que ça t'a moins choqué, mais je trouve que il y avait... Il y a peu de personnages féminins, on va pas se mentir, hein. Il y en a une, et en fait c'est très sexiste la façon dont on parle d'elle, et puis plein de fois du coup j'avais trop envie de refermer le roman parce que ça m'exaspérait, tu vois, la façon dont elle était décrite, la façon dont on parle des femmes, donc on se doute que c'est des gros machos ultra sexistes et ça, tout. c'est sûr. Voilà, c'est pas évident. Après bon, je suis quand même allée au bout du roman, et la conclusion de ce roman, je sais pas ce que t'en as pensé, moi je l'ai trouvé ultra alambiqué. Ça partait un peu dans tous les sens, ça part dans une espèce d'analyse politique, philosophique, réflexion philosophique sur le pouvoir. Ouais. Je trouve ça intéressant, mais je vois pas trop ce que ça vient faire là. Non, je vois ce que ça vient faire là, mais ça partait bizarre dans un roman. Et tu sais, tu voyais pas trop où il voulait en venir, tu vois, c'était pas très clair. Moi, un peu trop philosophique pour le style du roman, je trouve. Et du coup j'ai terminé, j'étais là, alors là vraiment ça termine le truc d'une façon vraiment bizarre. Et d'ailleurs c'est vrai que justement c'est un peu à l'image de tout ce roman, c'est qu'en gros on est entre fiction et document politique, et l'auteur il brouille vraiment très bien les pistes. Du coup c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux, et moi je pense que cette espèce d'hybridation, ça joue pas du tout en faveur du roman, et ça vient justement renforcer les mythes autour du personnage de Poutine, qui est quand même un personnage qui a tendance à
fascinée, si je peux le dire comme ça, tu vois, mais Ah bah oui. intriguée, Non, tu mais vois, sûrement, par oui, sa oui. puissance, par son caractère un peu mystérieux, etc. Puis par justement tous les principes qu'il y a autour de lui. Enfin, et donc, bah, moi, je suis un peu mitigée sur la portée de ce roman et de son intérêt. Je trouve Mm. que le fait de mélanger comme ça les deux, c'était peut-être pas une bonne idée, tu vois. Ouais. Giuliano da Empoli, c'est un journaliste, c'est un essayiste, il est aussi conseiller politique, donc clairement il est fin connaisseur de la géopolitique européenne et mondiale. Au fond, moi je me dis que peut-être c'est le format qui n'était pas le bon, Ouais. peut-être que ce roman, il aurait mieux fait d'être un essai, ça aurait dissipé tous les doutes sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, et peut-être aussi éviter les envolées pas forcément nécessaires du début et de la fin du livre. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par l'histoire récente russe, je pense que c'est un roman qui vaut quand même la peine d'être lu. D'autant plus que, bon, il faut le dire, ça se lit assez rapidement, c'est assez court. Oui, c'est vrai. Donc, Pour le coup, ouais. vous pouvez y aller et puis à la limite, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est ça. Et moi, je me dis que son essai sur les ingénieurs du chaos, qui parle donc des spin doctors des partis nationaux-populistes, doit probablement être plus intéressant parce que cette fois, vraiment sous forme d'essai, donc on sait dans quoi on se lance, quoi. Bah, faudrait tester, ouais, voir si en essai ça passe mieux. Ouais, Du exactement. Petit saut dans le temps, le roman Zuleka ouvre les yeux de Guzel Yakina nous emmène dans la Russie des années 30 et plus précisément dans le Tatarstan. Il est publié aux éditions Libretto et c'est un de mes coups de cœur du mois. À 15 ans, Zuleyka a été mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu 4 filles, mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque centenaire, très autoritaire, Zuleyka n'est bonne qu'à travailler. Un nouveau malheur arrive. Pendant la découlakisation menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expropriée. Zuleyka est déportée en Sibérie qu'elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. Avec ses compagnons d'exil, paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle participe à l'établissement d'une colonie sur la rivière Angara, loin de toute civilisation. Je suis tombée sur ce roman complètement par hasard cet été dans une petite librairie à Saint-Guilhem-le-Désert, magnifique petit village dans le sud de la France que je vous conseille de visiter si vous allez vers Montpellier, un de ces quatre. Ok, Parenthèse je note. refermée, voilà. J'ai adoré le résumé, j'avais jamais entendu parler de l'autrice, donc qui s'appelle Guzel Yakina et qui est une autrice russe née à Kazan, donc dans cette fameuse région, le Tatarstan, dont parle le roman. Donc un livre qui attendait depuis quelques mois dans ta pile à lire et c'était l'occasion. Bah voilà, il aura fallu attendre un épisode sur la Russie pour que je m'y plonge enfin. C'est vrai que les premières pages ont été assez difficiles, même si on entre très vite dans le cœur du sujet. L'écriture et la traduction sont parsemées de termes tatars et même s'il y a un lexique à la fin, déjà je ne l'ai pas vu tout de suite, donc bon, malheureusement pour moi, c'est un peu perturbant d'avoir ces mots que tu comprends pas. Ouais, j'imagine. C'est vrai qu'au début, tu m'as dit que franchement, c'était pas génial. Ouais. Bon, t'en étais qu'au début de la lecture, mais Ouais. je me disais, ça a pas l'air super. Et finalement. Et en fait, du coup, j'étais limite étonnée que tu me dises, ah non, c'est mon coup de cœur, en fait. Ouais, bah ouais, tu vois. En fait, il faut passer, je dirais, les 50 premières pages. Ouais, ça va. Tu vois, donc ça va. Sur un roman de 500 pages, bon, allez, ça passe, quoi. Par contre, c'est vrai que dès le début, j'ai quand même été tout de suite frappée par le style très cinématographique de l'autrice. On visualise très bien chaque scène, les personnages sont extrêmement bien caractérisés, tout comme le quotidien de ces paysans, donc les koulaks, qui sont des propriétaires terriens persécutés par l'armée soviétique et envoyés au goulag, et parce qu'ils sont considérés comme des ennemis de la nation au nom de la collectivisation. Donc là, on est vraiment dans une fresque historique. Oui, c'est tout à fait ça. En gros, l'histoire se déploie du début des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on est vraiment embarqué du début, du presque début à la fin du roman. C'est un récit qui est très pudique, un peu à l'image de ces personnages. On n'est vraiment pas dans le drama à tout va, mais il y a une sensibilité et une finesse qui, moi, m'ont profondément émue. Et pourtant, il y a des moments vraiment difficiles. On parle quand même de déportation de milliers, voire de millions d'individus, de conditions de vie atroces, d'exploitation, etc. Mais Guzel Yakina a vraiment un don pour émouvoir sans tomber dans le larmoyant. Et puis, il y a cette héroïne, donc Zuleyka, qui, je trouve, est mémorable. Dès les premières lignes, le roman s'ouvre sur cette femme de 30 ans, mariée à 15 à un homme brutal. C'est un peu une sorte de Cendrillon maltraité par sa belle-mère. On est presque dans l'esclavage, mais on sent quand même chez elle une sorte de douceur et une naïveté qui vont faire sa force au fil de l'histoire. Ça a l'air d'être un très beau personnage. Ouais, exactement. Vraiment, c'est un personnage qui m'a beaucoup émue. Et puis, il y a aussi une magnifique histoire d'amour dont je
vous parlerai pas trop pour ne pas vous spoiler. Il y a tout le pan historique qui est passionnant, puisqu'on nous raconte la société russe des années 30, cet idéal soviétique qui est incarné dans le roman par le commandant Ignatov, la propagande, le massacre des populations, la dictature de Staline, la corruption de l'administration. Bref, moi j'ai vraiment adoré ce portrait de l'URSS des années 30. Ouais, c'est vrai que ce contexte historique, il est particulièrement intéressant. Oui, parce qu'en plus, c'est un pan de l'histoire qu'on connaît peu, tu vois. On a tendance à raconter le régime stalinien et ses horreurs sur les bancs de l'école, mais sans vraiment se rendre compte de ce que ça implique et surtout, par exemple, la différence qu'il y avait et des divisions qu'il y avait entre les habitants des grandes villes et puis les paysans qui vivaient dans les régions très isolées. Si vous voyez un peu la taille de la Russie, tu te doutes que quand tu te trouves loin de la capitale, t'es un peu loin de toute cette politique. Et puis, il y a la religion aussi qui a une grande place au sein du roman, puisque c'était aussi une des raisons avancées par les soviétiques pour persécuter les koulaks. Zuleyka, par exemple, elle est musulmane. Elle pratique sa foi de façon très superstitieuse, presque païenne, tu vois. Elle croit aux esprits de la forêt, de la maison, tout ça. Donc bon, on n'est pas non plus dans une pratique monothéiste. Donc c'était une raison de plus pour le gouvernement stalinien de déporter et d'enfermer ces paysans, puisque le régime soviétique prohibait la pratique de n'importe quelle religion. Bon, en bref, je vais pas vous faire non plus un cours d'histoire parce que je suis loin d'être une spécialiste, mais tout ça pour vous dire que c'est le genre de roman que j'adore parce que justement, il nous ouvre les yeux. Petite référence, sur les visages qui se cachent, tu vois, derrière ces livres d'histoire, sur les vrais gens, comme on dit. Mais d'ailleurs, ce ouvre les yeux, c'est étonnant parce que, en fait, moi, quand tu m'en as parlé, je croyais que c'était Zuleyka, ouvre les yeux. Comme ça, on lui disait, regarde et tout ça. Et en fait, c'est Zuleyka, ouvre les yeux. Ouais. Et ça veut pas tout à fait dire la même chose, je trouve. Non, c'est pas tout à fait pareil. En fait, le titre, ça fait vraiment référence au fait que elle va vraiment grandir dans le roman. Évidemment, son arc narratif par elle-même, voilà, tu vois, par toutes les épreuves par lesquelles elle va passer, vu qu'elle va être déportée. C'est des voyages en train qui durent des mois. Ensuite, elle va se retrouver dans une espèce de colonie. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment un parcours de vie qui force le courage. Donc, voilà, elle va... Et en plus de ça, le titre est repris, alors pas dans tous les débuts de chapitres, mais dans certains débuts de chapitres où certains chapitres commencent Zuleyka ouvre les yeux. Donc c'est par exemple le début d'une scène, etc. Donc c'est un beau titre qui représente vraiment bien le parcours de vie de ce personnage. Pour conclure, en 500 pages, Güzel Yakina nous offre vraiment une histoire riche, dense, passionnante et vraiment émouvante qui promet de vous transporter de la première à la dernière page. Pour moi, donc ce livre a vraiment été un coup de cœur et je me suis promis de lire son autre roman qui s'appelle Les Enfants de la Volga et qui sort en poche cette semaine chez Libretto également. Et voilà, un de plus. Voilà. L'histoire du manuscrit de Vie et Destin de l'auteur soviétique Vassili Grossman fait à elle seule de ce livre un roman à part et incontournable de la littérature russe. Je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est pour moi une lecture passionnante et indispensable. Vous le trouverez notamment chez Le Livre de Poche. Ce roman fresque fait revivre l'URSS en guerre à travers le destin d'une famille, les Chapovnikov, dont les membres nous emmènent tour à tour dans Stalingrad assiégé, dans les laboratoires de recherche scientifique, dans la vie ordinaire du peuple russe et jusqu'à Treblinka, sur les pas de l'armée rouge. Au-delà de ces destins souvent tragiques, Vassili Grossman s'interroge sur la terrifiante convergence des systèmes nazis et communistes, alors même qu'ils s'affrontent sans merci. Bon, alors attention, il ne faut pas se lancer à la légère dans ce roman. On parle quand même d'un pavé. J'ai vu plusieurs fois passer le terme monument de la littérature ou fresque monumentale pour décrire ce roman. Et je pense que c'est très adapté, ce mot monument, monumental, c'est vraiment ça. Presque 1200 pages, plein de personnages qui ont des noms, des prénoms, des surnoms, oui, plusieurs surnoms par personnage. C'est ultra russe, ça. C'est ultra russe. Il y a des... Je ne sais pas combien de personnages, je ne pourrais même pas te dire, mais il y en a énormément. Autant te dire que c'est vraiment compliqué de les reconnaître les uns les autres. Donc, bon courage pour ne pas vous y perdre. Moi, perso, je me suis complètement perdue, je vous le dis direct. Donc, ne me demandez pas de vous raconter l'histoire précisément parce que j'aurais vraiment du mal à le faire. Et pourtant, vous savez que j'adore les grandes histoires familiales comme celle-là. Bah ouais, c'est vrai que t'es fan des sagas familiales. Bon, moi aussi, on va pas se le cacher. Bah oui. Mais en l'occurrence, là, j'utiliserai pas le mot saga parce que
Je trouve que c'est presque trop réducteur. Ce roman, c'est bien plus que juste une saga. C'est vraiment une œuvre complète avec une pensée très profonde. Et c'est pour ça que finalement, avoir été perdu dans l'histoire, c'était pas grave. Vie et destin, c'est une œuvre puissante et passionnante. Et l'histoire familiale, elle n'est que l'enrobage du propos de Vassili Grossman, qui est un propos très fort. Moi, franchement, j'ai assez vite lâché l'idée de suivre l'histoire, mais par contre, j'ai pas pu lâcher le livre parce que toute la pensée philosophique et politique autour est vraiment très intéressante. Vassili Grossman nous emporte avec force au cœur de la bataille de Stalingrad. Il donne un témoignage poignant de la Shoah. Il y a des passages qui sont vraiment très difficiles et très prenants. Et surtout, il développe une réflexion sur les totalitarismes en comparant nazisme et communisme soviétique. Il fait un rapprochement entre les deux régimes qui est passionnant. Et à travers le roman, il montre les similitudes, les très fortes similitudes entre les deux camps. D'un côté, camp de concentration et ghetto, de l'autre, goulag, ou alors Gestapo d'un côté, KGB de l'autre, répression, terreur. Tout ça, en fait, on se rend vite compte qu'on les retrouve dans les deux régimes. Ouais. Et puis, Vassili Grossman dépeint aussi le système soviétique et la vie quotidienne des Russes sous ce régime, avec beaucoup de réalisme. Il nous montre l'absurdité aussi de cette peur généralisée qui a été instaurée par Staline et tout ce système de délation qui va avec, encore une fois. Ça rappelle aussi le nazisme. Par exemple, notre héros qui s'appelle Schtroumpf est physicien nucléaire et il est juif. Et ça, c'est important de le dire parce qu'évidemment, comme tu le disais avec Zuleika, à un moment, il va un peu tomber en disgrâce aussi parce qu'il est juif et qu'il faut un peu éliminer les juifs de Russie. Et donc, il va être un peu abandonné de tous ses amis, tous ses collègues parce que, soi-disant, ses recherches ne vont pas assez dans le sens des textes de Lénine et de la pensée officielle. Et en gros, tout le monde s'est un peu éloigné de lui en se disant « Oulala, si jamais il se retrouve en procès et envoyé au goulag, vaudrait mieux pas qu'on soit trop proche de lui et qu'on se retrouve embarqué avec lui, quoi. » Courage, fuyons. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans le roman, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que Staline appelle Schtroumpf et dans les minutes qui suivent, son téléphone recommence à sonner parce que tout le monde a su qu'il était revenu dans les bonnes grâces de Staline et donc il redevient très populaire et quelqu'un d'écouté avec ses amis reviennent et tout. Mais cette fois-ci, c'est lui qui, sachant ce qu'il risque, ne va pas hésiter à lâcher certains de ses collègues. Ouais. Donc, c'est vraiment cette façon de vivre sous le régime totalitaire qui est vachement bien décrite et puis son absurdité, quoi. C'est ça. Ce que ça pousse les gens à faire. L'analyse et la critique du stalinisme est radicale. Vassili Grossman n'hésite pas à s'en prendre parfois même directement à Staline et à sa dérive totalitaire. Et quand on sait que le roman a été écrit quand même dès 1948, on se dit que c'est quand même assez incroyable et d'autant plus fort, je trouve. Bah oui, d'ailleurs, tu parlais en intro de l'histoire du manuscrit qui a l'air assez folle. Ouais, folle, c'est le mot, hallucinante. Je trouve que cette histoire-là ne donne que plus de puissance à l'œuvre. Pour essayer de vous résumer le truc en gros, donc Vassili Grossman commence à rédiger Vie et destin en 48, juste après la guerre. Il va mettre assez longtemps à l'écrire puisqu'il termine sa rédaction au tout début des années 60, vers 1960-61, je pense. C'est à ce moment-là qu'un exemplaire est transmis, on ne sait pas par qui, au KGB. Et vous imaginez bien que le KGB n'a pas trop apprécié ce qu'il a lu dans ces 1200 pages et a déboulé Fissa chez Vassili pour récupérer toutes les copies du bouquin, mais pas que les copies, les brouillons, les copies, même les rubans encreurs des machines à écrire, pour être sûr qu'il n'y aurait aucun risque de réécrire le livre. Et Vassili Grossman ne récupérera jamais ses copies. Il ira même jusqu'à écrire directement à Khrouchtchev pour lui demander de libérer son livre. Ouais, ça n'a pas dû marcher, non ? Ça n'a pas marché. Ouais, voilà. Vassili Grossman est mort quelques années plus tard avec son livre qui ne réapparaîtra que des années plus tard parce qu'il avait quand même pris soin d'en mettre 2 copies à l'abri chez des amis. Et les copies vont être retrouvées dans les années 70 et c'est pas fini parce qu'à partir de là, les amis vont passer les copies sur microfilm pour les exfiltrer à l'ouest, en Suisse, où des professeurs émigrés vont déchiffrer le manuscrit, travailler dessus autant que possible et le publier en 1980 en Occident parce qu'évidemment il n'est pas publié en Russie. La guerre froide, ouais.
Et c'est toujours pas fini. Oh là là. Non, mais ce manuscrit a une histoire incroyable, hein, vraiment. Parce que donc, en 2013, Ouais. le FSB, donc successeur du KGB, a sorti de ses archives ce fameux manuscrit original et l'a confié aux archives nationales. Donc il n'avait pas été détruit. Il n'avait pas Ouais. été détruit et fou, on ça. a enfin le vrai manuscrit original avec des notes de Vassili Grossman, etc. Incroyable. C'est fou. En fait, l'histoire du manuscrit, elle vaudrait presque un roman à elle toute seule. quoi. C'est clair. Incroyable. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez dingue. Et quand une œuvre a une telle histoire, avant même d'être publiée, Ouais. je trouve que ça donne une autre dimension au roman. Clairement, tu vois, ça me fait penser aussi à Suite française d'Irène Nemirovsky, Oui. je vous en avais parlé. Le manuscrit a été perdu pendant des années et retrouvé, je crois, au fond d'une malle. Bon, quand tu as des romans comme ça, ils sont déjà très forts à la base, mais ça leur donne une force incroyable. Bah, tu sais que ils ont. Enfin, bon, là, en l'occurrence, pour le roman de Grossman, c'est que ça a dérangé Ah bah oui. le pouvoir, quoi. Ah non, Donc, mais c'est inimaginable que même Grossman n'ait pas fini au goulag prison. ou, Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vrai. ou exécuté. Il Hein. a eu de la chance, finalement. Franchement, quand tu le lis, tu te dis c'est impossible. Enfin, comment ils ont pu lire ça et pas le condamner, quoi. Ouais. Moi, Oui, je c'est suis vrai. assez étonnée même. Bon, enfin, si vous ne l'aviez pas encore deviné, Vie et Destin est pour moi une des œuvres majeures du XXe siècle. C'est une lecture ardue, c'est vrai, mais dans laquelle je pense qu'il faut se plonger un jour. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Peut-être qu'une fois. Une fois, c'est déjà bien, quoi. C'est vrai que c'est quand même, faut le faire, quoi. Mais, Une fois, c'est vraiment, bien. non, c'est important, je pense. Ok. Pour finir, on a choisi un classique de la littérature russe, Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Mais pour changer un peu, on va vous parler de son adaptation en manga par Hiromi Iwashita. Il est édité par Kurokawa dans leur collection éducative Kurosavoir. À cause de la situation de pauvreté dans laquelle il vit, l'étudiant Raskolnikov finit par assassiner une vieille usurière pour lui voler son argent. Brillant, il est convaincu que sa théorie du génie lui permettra d'atteindre des sommets. Mais c'est sans compter les soupçons d'un juge d'instruction à son encontre, sa rencontre avec Sonia et ses propres remords. Adapter Dostoïevski en manga, fallait quand même oser. C'est clair. Sachant que Crime et Châtiment fait un peu moins de 1000 pages, le pari était assez risqué, faut le dire. Mais c'est le but de cette collection donc, qui s'appelle Kurosavoir, dont l'idée est de rendre accessible des classiques à un public qui ne serait pas spontanément allé dans le rayon de leur librairie pour demander Crime et Châtiment, par exemple. Et je dois dire que le challenge est plutôt bien réussi. Faut quand même se lancer dans ce manga sans se dire que c'est une adaptation parfaite de Crime et Châtiment. Tu parlais de 1000 pages pour le roman. Évidemment, c'est impossible de transcrire 1000 pages dans un manga de 300 pages. Mais en même temps, le but n'était pas de faire une adaptation parfaite. C'est ça. Et pour moi, c'est la principale qualité de ce manga, cette volonté éducative de la collection Kurosavoir. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Adapter des classiques ou évoquer des grands thèmes philosophiques sous forme de manga, quand on sait que le manga est la forme de lecture favorite des jeunes, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et c'est vrai que les éditeurs de Kurosavoir n'ont pas choisi les livres les plus abordables quand même. Crime et Châtiment, déjà, c'est quand même un bon pavé et ça peut être quand même très impressionnant. Et dans la même collection, il faut savoir qu'ils ont aussi proposé Le Capital ou un texte de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Des bons morceaux quand même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas des livres qui ont l'air très abordables comme ça. Alors moi, j'ai lu qu'un seul roman de Dostoïevski et c'était Les Frères Karamazov au lycée en plus, donc autant dire que mes souvenirs sont quand même très loin et très flous. Ceci dit, j'ai le souvenir d'un roman très philosophique et c'est vrai que l'auteur russe, il est connu pour ça. Il aborde souvent à travers ses personnages la question de la religion, de la morale, de la justice et dans le manga, on retrouve justement l'esprit du roman, toutes les interrogations du personnage principal, donc Raskolnikov qui va commettre un crime atroce au nom du bien, du moins c'est un peu sa façon de penser la chose. On parle aussi de la place de la religion et de Dieu dans la pensée de l'auteur qui a quand même une place assez importante avec par exemple le personnage de Sophia qui incarne un peu Marie-Madeleine, donc cette prostituée repentie qui a accompagné Jésus, ou encore le rôle de la ville sur l'aliénation de l'être humain. Bref, il y a plein de références à la Bible et je pense qu'on pourrait analyser ce roman pendant des heures. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est si souvent étudié en littérature, il y a plein de choses à dire dessus. Oui, c'est clair. Ouais. Moi, pour le coup, j'ai jamais lu Dostoïevski et j'avoue que
J'ai jamais vraiment eu envie de le lire, justement pour ce côté philosophique et austère quand même. Hein. Après, tu vois, j'ai pas... Enfin, je l'ai lu au lycée et j'ai pas le souvenir que c'était un texte très compliqué à lire. Tu Ouais. vois, c'est clair, c'est pas drôle, mais j'ai le souvenir que c'était assez abordable. Tu vois. Non mais j'imagine, mais en fait c'est juste l'image qui rend. Ouais, Tu exactement. vois, tu te dis que ça va être un pavé austère C'est avec, gros, mais tu vois, c'est... avec des réflexions philosophiques à toutes les pages et qu'en plus c'est quand même pas fun quoi. Ouais. Donc voilà, moi ça me donnait pas envie, mais je trouve que commencer par ce manga finalement c'est une bonne façon de mettre un pied dans l'œuvre de Dostoïevski. Ça te donne une sorte de petit aperçu du roman et j'avoue que ça a un peu, voire beaucoup apaisé mes a priori. Même si, clairement, les réflexions philosophiques, les réflexions morales sur le bien et le mal, sur la culpabilité sont au cœur du récit. Mais moi, en sortant de ça, je me suis dit, en fait, oui, ça serait intéressant de lire le livre, l'œuvre originale. Et même, pas en sortant, mais pendant, je me disais, ah tiens, je suis sûre que dans le roman, ça, c'est beaucoup plus développé. Ou ces rencontres entre l'inspecteur et Raskolnikov, tu vois, je me disais, dans le manga, ils se rencontrent 3 ou 4 fois, je crois, maximum. Oui. Je me disais, je suis sûre que dans le roman, il a l'espace pour les faire se rencontrer, faire un peu ce face-à-face entre deux, et chacun qui essaye de faire tomber l'autre, et ça. Donc je pense que ça, c'est super bien raconté dans le roman. Et tu vois, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Oui, quoi. parce que tu sens vraiment tout le potentiel de l'histoire et des personnages. Exactement. En fait, grâce au manga. Tout à fait. Après, pour revenir un peu à l'histoire, tout tourne autour de la culpabilité de Raskolnikov, ses états d'âme. On est vraiment dans le romantisme pur et dur. Et bien sûr, le trait manga vient renforcer l'image très dramatique et passionnée du héros. Donc ça fonctionne très très bien. On se laisse prendre facilement par l'histoire et l'esthétique colle parfaitement à l'ambiance du roman. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé les planches où on aperçoit la ville de Saint-Pétersbourg. Il y a quelques phrases aussi au début du roman qui replacent le contexte historique, puisque l'histoire se déroule dans les années 60, donc à Saint-Pétersbourg, alors que la société russe est un peu en plein bouleversement économique et politique. Et c'est vrai que dans le dessin, c'est très bien rendu. On voit un peu les habitants, la ville, tout ça, et c'est assez riche. Oui, tout à fait. Je trouve que le trait de Hiromi Iwashita fonctionne bien avec l'histoire et avec l'ambiance. Moi aussi, c'est ce que j'ai préféré, hein, les grandes planches qui montrent la ville. On a quand même, pour un manga, je trouve, beaucoup de décors. Et alors, je suis pas hyper calée en manga, mais j'ai l'impression que le style est quand même assez classique. Oui. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait un peu penser à mes dessins animés de mon enfance, genre Princesse Sarah, Candy, des trucs comme ça, tu vois, notamment sur les gros plans sur les visages des personnages et tout. Bon, alors c'est vrai que par rapport à Princesse Sarah, c'est un peu le même genre de décor et tu vois, genre de fringues qu'ils portent et tout, donc c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça qui t'a fait penser. Je trouvais aussi quand même que sur les traits du dessin, il y avait un peu, on retrouvait un peu le même style, quoi. Ah ouais, c'est marrant, pourquoi pas. J'avais pas pensé à cette comparaison, mais avec Princesse Sarah, mais pourquoi pas. J'aime bien l'idée. Franchement, entre Princesse Sarah et Dostoïevski, on est dans le drama du début à la fin. Ah oui, ça c'est clair, de A à Z, complètement. Bon, après, c'est vrai que pour toutes ces raisons, moi, je dirais que le manga remplit vraiment sa mission, à savoir donner envie au lecteur de découvrir l'œuvre de Dostoïevski. Moi, en refermant le livre, j'avais qu'une envie, c'était de courir acheter l'original parce que, on est presque frustré de ne pas en avoir plus, de ne pas savourer l'histoire sous la plume de Dostoïevski. Bon, après, je me suis vite calmée quand même parce que, rappelons-le, 1000 pages et j'ai plein de pavés à lire. Donc, j'ai cherché sur la table, je me suis dit non, on attendra un peu. Voilà, on va peut-être pas s'en rajouter un tout de suite. Pas tout de suite, tu vois, ça peut attendre. Donc, je pense que cette collection, c'est parfait, par exemple, pour donner envie à quelqu'un qui ne se sent pas les épaules pour aborder un monument comme cet auteur russe, en lui montrant que les classiques, c'est pas seulement des romans imposés par le prof avec fiche de lecture à rendre à la fin, mais c'est aussi des histoires très cool avec des personnages forts qui nous interrogent et qui nous bouleversent. Oui, ce Crime et Châtiment version manga est, je pense, un bon début pour rentrer dans l'œuvre de Dostoïevski. Et Marine, tu parlais des frères Karamazov au début. Eh bien, sache que le roman a lui aussi été adapté dans cette collection Kurosawa. Tu vois, c'est bon à savoir justement, parce que ça pourrait être un moyen de se remémorer un peu oui, si l'histoire. tu l'as lu au lycée, complètement. Tu peux te rappeler un peu de ce que c'était. Voilà.
Avant de conclure cet épisode, on avait quelques ajouts à vous proposer, des romans et BD qui auraient pu être dans le podcast, mais si on l'avait fait, alors l'épisode aurait duré 2 heures. Du coup, on a préféré se concentrer sur la Russie, mais si vous voulez élargir un peu, voilà quelques idées en plus. Alors moi je commence avec Si je dois te trahir de Ruta Sepetys, vous le savez, j'adore cette autrice et son dernier roman a encore été une fois une magnifique découverte. Cette fois-ci, Ruta Sepetys s'intéresse à la révolution roumaine de 1989 et à la fin de la dictature de Ceausescu. J'ai toujours pas lu Ruta Sepetys, ne me tape pas. Non, je le retiens. Mais à chaque fois que tu m'en parles, ça me donne vraiment envie, donc je vais finir par le lire. C'est déjà ça, écoute. De mon côté, ma belle-sœur m'a donné pendant les vacances Voices from Chernobyl de Svetlana Alexievich. Je crois que ça s'appelle La Supplication en français. C'est des témoignages de plus de 500 personnes ayant vécu de près ou de loin la catastrophe de Tchernobyl. Donc des pompiers, des liquidateurs, des médecins, des habitants, etc. C'est d'ailleurs certains de ces entretiens qui ont inspiré la série HBO Tchernobyl. Ah ouais. Qui était vraiment super bonne. Ouais, j'ai adoré cette série. Et d'ailleurs, je m'étais déjà noté l'essai parce qu'ils en parlaient dans le podcast qui suivait la série. Et je m'étais dit, ça a l'air trop intéressant. Donc voilà, elle me l'a donné il n'y a pas longtemps, là, donc ce sera pour un peu plus tard, mais ça a l'air vachement bien. Tu nous diras. Exactement. J'avais aussi noté Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, donc qui sortira en français le 13 juin chez Charleston. Ça parle du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'avec le réseau de Jane, pour l'instant, c'est l'une de mes plus belles lectures de l'année Charleston. Donc je vous le conseille vraiment en anglais ou en français quand il sortira au mois de juin. Et puis côté BD, on avait aussi noté Les Cahiers ukrainiens et Les Cahiers russes de Igor, qui parlent l'un de l'histoire de l'Ukraine sous l'URSS, notamment la Grande Famine, avec d'ailleurs un nouveau cahier qui a été ajouté récemment pour évoquer la guerre actuelle. Et l'autre parle de la guerre de Tchétchénie, avec comme personnage principal la journaliste Anna Politovskaya. Ces 2 BD avaient l'air vraiment très intéressantes et on a un peu hésité à faire celle-là et puis on s'est dit restons dans les classiques. Voilà. Ouais. Ça, puis un manga, ça change un petit peu aussi. Voilà, exactement. Et puis on vous rappelle qu'il y a aussi la 8e vie de Nino Haratichvili qui se déroule en Géorgie de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'au début du 21e siècle à peu près. On vous en avait parlé avec Maman Bouquine dans l'épisode 16. On avait toutes les deux adoré ce roman, donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Et c'est pas du tout un pavé lui aussi. Hein. Pas du tout. Pourquoi tu le dis? Parce que je suis honnête, voilà. Bon, avec tout ça, vous avez de quoi occuper vos longs week-ends de mai. Vous retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast, et sur notre blog. N'hésitez pas aussi à aller sur l'Instagram de Marine, Au fil des pages. D'ailleurs, vous y verrez aussi quelques posts sur la peinture, n'est-ce pas Marine? Oui, parce que c'est aussi une de mes passions avec la lecture, donc j'ai eu un peu envie de vous en parler un peu plus sur Instagram. Donc il se peut que vous voyez passer quelques posts sur la peinture. Bon, tant que tu continues à nous parler de tes lectures, moi ça me va. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, moi aussi j'ai des longs week-ends en mai, figurez-vous. Donc je me suis lancée dans un pavé, Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et c'est évidemment totalement influencé par le film, je l'assume. Après, c'est vrai que c'est une relecture, je l'avais déjà lu, mais ça remonte à il y a un moment. Et je m'en rappelais plus trop de l'histoire. En voyant le film, je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié le roman. Oui. Donc c'est l'occasion. Super. Moi, je l'ai lu au collège, je crois. Donc, ouais, moi aussi, je crois. Mais je te comprends parce que ça m'a fait le même effet. En sortant du film, j'avais très envie de me lancer dans le roman, enfin de le relire du coup. Mais moi, je peux pas parce que c'est mon copain qui a le bouquin et qui est en train de le lire. Donc, il faut que j'attende qu'il finisse. Mais il a bientôt fini. Ouais, il faudrait que tu le lises avant que la deuxième partie sorte en décembre. Je l'aurais lu. Ouais, ce sera fait. En attendant, je commence à l'instant Les Racines blondes de Bernardine Evaristo. Il est bien trop tôt pour vous dire ce que j'en pense, mais c'est très intriguant et je vous en parlerai peut-être plus en détail dans un prochain épisode. On a hâte. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On compte sur vous pour liker le podcast sur les plateformes d'écoute, pour commenter sur Instagram, sur Apple Podcast et partout où vous pouvez. Et pour partager le podcast avec vos amis, vos collègues, la Terre entière. Voyez grand, quoi. Voilà. Et en attendant que la Terre entière nous écoute, on vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans un mois. Rendez-vous à la prochaine page.
Non, mais je te jure, c'est cet effet-là que ça lui fait quand on parle de livres.